Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 40e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Nelly Sanchez est à l'honneur aujourd'hui. Née en 1974 en Dordogne, Nelly Sanchez vit aujourd'hui à Boulazac-Île-Manoir et travaille comme chargée de cours à la fac de Limoges. Quand elle prend la plume, c'est pour écrire des romans policiers et des cozy crimes. Depuis 2021, elle a ainsi publié aux éditions Les Livres de Lillo, Une infirmière dans le jardin, Un cadavre dans le cellier et Pigeon à l'oseille. Son dernier roman, publié en 2026, s'intitule Un caillou dans la godasse. Je vous invite à en découvrir quelques extraits en guise de mise en bouche. Chapitre 2. Quelques semaines plus tôt. Le vieux qui devait mourir ne mourut pas, en tout cas pas tout de suite. Cela en arrangea certains et fit perdre un paquet d'argent à d'autres. Les anciens, dans les vestiaires de l'usine, s'étaient dit que les vieilles carnes avaient la vie dure. Et la médecine leur donna raison, ce qui leur permit, philosophiquement, d'empocher les billets d'une jeunesse persuadée qu'il faut bien mourir un jour. Le vieux, c'est André Fritsch, le fondateur et directeur de Gaby Sauvage, usine de chaussures de luxe, et sacs de luxe évidemment, implanté depuis plus d'un demi-siècle à Nontron et qui emploie pas mal de monde dans le coin. Nontron, c'est l'une des 3 sous-préfectures de la Dordogne, si vous voulez savoir. Il était venu, comme tous les mois, diriger le conseil de direction et visiter l'usine avec quelques personnalités. Les anciens vous diraient qu'il venait les surveiller, ouais. Le vieux ne regagnait jamais Paris sans faire un tour dans les bâtiments et rien ne lui échappait, pas même une épingle, pas même un visage nouveau parmi les apprentis. Il avait encore toute sa tête et toute sa vue malgré ses 80 balais. Bref, le vieux était venu et, comme à son ordinaire, avait exprimé ses idées, ses projets après avoir examiné comptes, bilans, tout ça d'une voix sèche qui trahissait ses origines alsaciennes et son caractère directif. Il repartait satisfait, c'était l'essentiel. Et puis, au moment où la secrétaire lui avait tendu son manteau, ses gants et son chapeau, il s'était écroulé à ses pieds. Comme ça, pouf, sans un mot. Elle avait hurlé tout ce qu'elle avait pu avant de s'effondrer à son tour. À ceux qui s'ébahirent de la puissance de son cri, lequel s'entendit jusqu'à l'aire de chargement, le DRH répondit que c'était normal, puisqu'elle était polyglotte. Le vieux avait été rapidement transporté à l'hôpital de Périgueux et la secrétaire ranimée à grand renfort de claques et de cognac. Elle voulut bien qu'on lui laissât la bouteille, c'était plus prudent, elle se sentait faible encore. Personne ne l'avait vue venir, celle-là, le patron qui s'évanouit. Heureusement que Fritsch fils cadet, Hubert, de son prénom et sans accent alsacien, l'accompagnait et avait eu la présence d'esprit de lui faire un massage cardiaque en attendant les secours. Hubert, en plus d'être le fils du patron, est le directeur financier de Gaby Sauvage et membre du conseil. Mais Hubert se cantonne au bureau. On le voit rarement dans les ateliers de confection ou d'emballage. Il fait de temps en temps une apparition à Nontron, presque toujours accompagnant son père. Cette fois-là, Hubert était venu chercher un prix, encore un, remis par la Chambre de métier et de l'artisanat à Coulommiers-Chamiers. Le malaise du vieux avait fait naître quelques sympathies tardives, mais surtout des inquiétudes. Ce n'était pas la demi-journée de production de retard qui en était la cause. Ça, on rattraperait facilement. En donnant des signes de faiblesse, le vieux signifiait en quelque sorte la fin de son règne absolu.
Son malaise allait l'obliger à lâcher la bride, à passer la main, même temporairement. À qui allait-il confier l'usine? Celle-ci pouvait tourner toute seule jusqu'à la fin de l'année, mais après. Et s'il vendait? Ne parle pas de malheur, tu te vois racheté par des Chinois? Tout de suite les grands mots. Bon, arrêtez vos conneries, on a du boulot. Et puis, le vieux, si ça se trouve, il va vite se remettre sur pied. Devant le scepticisme de son auditoire, un chef d'atelier lança. Vous voulez parier? Allez, chiche! Chapitre 3. Angela prend le temps de reboucher son feutre avant de répondre. C'est son mari qui appelle. Elle fronce son sourcil redessiné. Cela fait longtemps qu'il ne l'appelle plus avant qu'elle prenne l'avion. Tout en décrochant, elle balaie des yeux le hall d'aéroport qui sert, depuis plus d'une heure, de cadre mouvant à son attente. « Oui, allô? Toujours à Paris? Tu n'es pas encore parti alors? Mon avion a du retard. Qu'est-ce que tu veux? » Un silence embarrassé, puis « Mon père vient de se trouver mal. » Elle sait que c'est sérieux. Hubert a depuis longtemps perdu son sens de l'humour et son physique de jeune premier. Elle hèle un serveur et lui fait signe de l'index qu'elle veut la même chose, un café serré. « Je t'appelle de l'hôpital, il est en soins intensifs. »« C'est grave ?» Hubert ne répond pas à ses questions. Il se contente de lui demander si elle ne veut pas venir le rejoindre. « Tu me dis où est l'intérêt à l'heure qu'il est ? Je te rappelle que je ne suis pas toubib. Tiens-moi juste au courant quand tu en sauras plus. » Elle avale une gorgée du café brûlant qui vient d'être posé devant elle. Elle remonte sur son nez ses lunettes de soleil. Sa voix s'adoucit. On pourrait croire qu'elle vient de se rappeler qu'elle a aimé l'homme qui lui téléphone. Non, c'est juste qu'elle ne veut pas être entendue des autres consommateurs. Et puis, je crois que ton père n'aimerait pas que je rate la saison des Fashion Week. J'en ai pour une dizaine de jours à Milan. À mon retour, il sera sur pied et nous félicitera de n'avoir rien changé au programme. Et toi, comment tu te sens? Pour l'instant, ça va. Je tiens le coup. Je suis avec Georges, tu sais, le DRH. Oui, je me rappelle de lui. Vous êtes où, au fait? Il a été admis où, ton père? Périgueux. Je vais y rester la nuit, je pense. S'ensuit un échange de banalités et de détails domestiques. Enfin, Angela raccroche. Elle finit d'un trait son café, repose sa tasse. Elle est pensive. Elle a du mal à insérer cette nouvelle pièce dans le puzzle complexe de ses pensées. Son beau-père à l'hôpital. Lui qui n'a jamais été malade, même pas un rhume, rien. Elle n'arrive pas à concevoir cette réalité, à envisager la silhouette sèche et blanche de son beau-père dans une chambre d'hôpital. Davantage une chambre mortuaire. Cette réflexion adressée à elle-même la fait sourire, ce qui lui arrive rarement. Elle reprend le feutre abandonné à côté de son sac à main, une de ses créations, et achève tranquillement le croquis d'une paire d'escarpins. Chapitre 15. Déjà en colère contre son père, Hubert l'est désormais contre son frère, mais son exaspération ne fait pas de distinction. Il les voue tous les deux, à parts égales et sans ordre de préférence aux gémonies. Hubert a du mal à retrouver son calme et son téléphone qu'il a balancé quelque part à travers le salon. Il ne quitte la pièce qu'après avoir retrouvé son téléphone, bien sûr, mais aussi un semblant de dignité. Peine perdue, il n'y a personne dans l'escalier et les étages. Il ne sait pas où ils sont tous passés et il s'en moque. Dans la salle de bain, il lampe à grand bruit un verre d'eau, puis deux avant de se considérer longuement dans le miroir. Les traits fatigués,
Le teint encore rougeaud, son reflet ne lui offre rien d'autre. L'eau fraîche qu'il a bue si vite n'a pas dissipé cette sensation d'étouffement. Elle le fait seulement rôter, longuement, bruyamment. Hubert se sent pris à la gorge, étranglé. La cupidité de son frère, mal emballé dans une bonhomie de pacotille, le fait suffoquer de colère, tout comme sa mauvaise foi éhontée. Hubert sait que son frère veut couper les ponts avec la famille. Mais là, il va mettre tout le monde dans la... D'impuissance et de rage, Hubert martèle la faïence blanche du lavabo. La tête vide, Hubert erre un peu dans la maison, ouvre et ferme quelques portes, dont celle de la chambre maternelle qu'il a trouvée entrebâillée, dérange un bref instant les ombres et la pénombre du hall. Dans leur vitrine, les fusils de sa mère ressemblent à des poissons filiformes se desséchant sur leur râtelier. Hubert pense alors à Angela, et il part à la recherche de Miette pour lui dire de préparer une chambre pour Angela. Celle de Jean, comme d'habitude, oui. Ils feront chambre à part, comme d'habitude. Lui restera dans la chambre qu'il occupe. Pourquoi ? C'est mieux comme ça, ils ne se gêneront pas, à cause du décalage horaire. Angela doit passer des coups de fil à l'étranger. Où ? La Suède. Elle m'a parlé de la Suède, oui. Empêtré dans son explication, Hubert ne voit pas Jo Lafaille mimer un éclat de rire. Angela expliquera plus tard à Hubert qu'il n'y a pas de décalage horaire entre la France et la Suède. Hubert a passé le reste de la journée à éviter son père, ce qui a été chose facile, la maison est grande. Il s'en tient sagement éloigné pour résister à l'envie de lui reparler de l'usine, de lui rapporter sa conversation avec Jean. Il sait que cette insistance jouerait en sa défaveur, alors il s'abstient. Mais c'est dur, très dur de ne pas aller dire ces 4 vérités à son père. Au dîner, Hubert se montre avare de paroles et passablement déprimé. Il surprend plusieurs fois le regard inquiet de Miette sur lui ou sur son père qui fait des façons avec ce qu'on lui sert. On parle un peu d'Angela qui arrive demain, tard dans la soirée. Hubert ira la chercher à Bergerac. Non, Angela ne peut pas venir plus tôt. Oui, Angela prendra l'avion, comme convenu. Non, elle ne viendra pas en voiture. Elle vient présenter la collection qu'elle destine à Gaby Sauvage. Non, Hubert ne la connaît pas, cette nouvelle collection. Angela n'a rien voulu lui montrer. C'est Miette qui, ce soir, s'est occupée de coucher Fritsch père. Hubert a regagné sa chambre, a retrouvé son lit et le joint qu'il a commencé la veille. Il laisse planer ses pensées. Il essuie presque des yeux les regards de se mêler, s'enchevêtrer. L'odeur du hashish lui fait d'abord penser à Angela, à leur rencontre, à leurs premières années. Elle lui manquerait presque ce soir. Mais sa maigre silhouette au sein de silicone est vite éclipsée par une plus jeune, plus rieuse, plus offerte. Son sexe la réclame brusquement. Hubert fait tomber son pantalon, se déshabille pour ne garder qu'un t-shirt. Libéré de toute entrave, il commence à caresser son membre qui palpite, tiède, contre son bas-ventre. Alors, il se repasse le film d'un de ses fantasmes préférés. Il convoque ces 2 femmes pour une étreinte saphique. Il assiste à leur lent effeuillage et voit le visage anguleux d'Angela se tourner vers lui, les yeux mi-clos, les lèvres entr'ouvertes pour lui murmurer « Attention à ne pas t'épuiser. À ton âge, tout se paie, même les coups de rein. Tout se paie, mon chéri, tout se paie. » Fatalement, son désir se recroqueville. « Mais quelle salope !» s'entend-il aboyer dans le huis clos de la chambre. Son emportement ne trouble pas l'obscurité qui étrangle sa lampe de chevet.
Il s'essuie la main sur le drap, se redresse. Il écrase son mégot sur une boîte en bois précieux qui occupe la table de chevet et attend le retour de son désir. Il scrute la pénombre et sonde le silence. Rien ne vient, sinon le sommeil. Et un rêve étrange aussi, traversé par sa mère en robe blanche, courant après la basse-cour innombrable qui s'échappe des placards de sa chambre. Puis il y a un coq noir qui vient se jucher sur la tête de Thérèse morte, encore ruisselante de sa noyade, étendue sur le tapis du palier, les yeux grands ouverts. Où est Jean ? Hubert n'a pas le temps de pousser la porte de sa chambre que le coq se met à chanter. Non, il se met à crier, imitant la voix de son père. Son père. Hubert se réveille en sursaut. C'est son père qui vient de hurler. Il se lève à la hâte, vêtu de son seul t-shirt, descend les marches, se blesse un orteil ou deux sur des gravillons qui traînent là, se rue dans la chambre de son père où la radio, comme à son ordinaire, se manifeste en sourdine. La lumière de la veilleuse lui révèle celui-ci, assis dans son lit, transpirant, tremblant, les mains se protégeant le visage. « Papa, papa, tout va bien ?» André Fritsch retire ses mains de sa figure, regarde autour de lui un long moment avant de réaliser que son fils se tient devant lui. Il allume en tâtonnant un peu la lampe de chevet. Hubert réitère sa question. « Oui, oui, mais elles veulent rentrer cette fois. »« Qui, papa, qui ?»« Celles qui grattent. Elles veulent rentrer dans la chambre. Elles me regardaient. Elles étaient sur le palier. Elles viennent me chercher. » Il n'y avait personne quand je suis entré. Cela ressemblait à quoi ? André Fritsch regarde son fils et lui découvre un visage grave et inquiet. Il remarque aussi sa quasi-nudité. Après avoir bu le verre que celui-ci lui tend, il lui demande ce qu'il fait les couilles à l'air. Gêné, Hubert tire son t-shirt par devant, ce qui dévoile davantage ses fesses. Agacé, il s'assoit sur le lit. « Mais qu'est-ce que tu as, papa ?»« N'insiste pas, va. » Hubert jure tout ce que son père veut lui faire jurer pour qu'il lui raconte. Comme pour faire durer le suspense, Fritsch père réclame un autre verre d'eau parce qu'il a la gorge sèche. Enfin, Fritsch père raconte. Des silhouettes blanches passaient et repassaient devant sa porte comme si elles montaient la garde. Elles étaient deux. L'une se penchait pour murmurer quelque chose à l'oreille de l'autre, puis elle le regardait. Deux femmes aux cheveux longs. Oui, ce sont deux femmes, à cause des drapés qui flottaient autour d'elles. Elles sont presque rentrées dans sa chambre. Hubert tourne la tête dans la direction indiquée par son père. Bien sûr, il ne voit rien. Hubert se gratte une fesse, irrité par le contact rugueux de la couverture de laine. « Et tu as reconnu maman ?» « Je n'ai pas vu leur visage. C'était comme du linge froissé. » André Fritsch marque un temps d'arrêt, puis regardant son fils, « Mais pourquoi ta mère me ferait ça ? Elle n'a jamais été emmerdante de son vivant. Elle ne me ferait pas ça. Elle a eu un enterrement de première classe. Elle n'a rien à me reprocher. » André Fritsch se lisse la moustache, se passe une main dans les cheveux avant de reprendre. « Comment veux-tu que je sache ? Je sais juste que si elles sont là, c'est que je n'en ai plus pour longtemps. » « Veux-tu bien arrêter avec ça, papa ?» Après quelques minutes de paroles réconfortantes, Hubert regagne sa propre chambre, non sans avoir bien fermé la porte de son père. Il n'a pas osé lui dire le fond de sa pensée. Ce n'est qu'un rêve, un mauvais rêve qu'il a fait. Au pire, c'est du somnambulisme.
Hubert ne se risque pourtant pas à regarder derrière lui quand il regagne sa chambre. Il ne s'attarde qu'un instant sur le palier, juste le temps de tirer la porte de la chambre de sa mère, qu'il pensait pourtant avoir bien fermée plus tôt dans la journée. Il lutte contre un malaise grandissant où le froid de la nuit le dispute à la désagréable impression d'être observé. Il se jette dans son lit, non sans avoir verrouillé sa porte. Il ne s'endort pas tout de suite, sa tête grouille d'angoisse et de questions. Vous venez d'entendre 2 extraits de Un caillou dans la godasse de Nelly Sanchez. Vous pouvez vous procurer tous les livres de cette autrice en librairie physique ou en ligne. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou laisser un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission, le coin lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.